Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis très honoré de vous retrouver aujourd'hui dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le domaine de la philosophie politique avec mon invitée, Madame Magali Besson. Bonjour. Bonjour. Je suis très content que nous nous retrouvions ici, dans cette belle université, l'Université Mohamed VI Polytechnique. Vous êtes professeur actuellement à la Sorbonne. Vous êtes spécialiste, comme je le disais, de philosophie politique. Mais avant d'aborder votre profil de recherche, j'aimerais que l'on fasse avec vous le tour de votre formation et de vos motivations pour un tel domaine. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Alors moi, j'ai commencé, comme beaucoup de gens en France, par l'ENS, L'École normale supérieure. l'École normale supérieure de Paris. Et alors, ce qui est amusant, c'est que avant d'entrer à l'ENS, j'avais opté pour l'histoire. Et puis j'ai réalisé que finalement, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la réflexion conceptuelle, théorique, entrer dans des modèles, des systèmes, des paradigmes, et puis creuser des concepts. Et du coup, j'ai opté pour la philosophie dès la Cagne, et puis je suis entrée donc à l'ENS en philosophie. La Cagne, c'est la classe de première supérieure que l'on fait comme classe préparatoire. Souvent, le public connaît beaucoup plus maths supérieures, mathématiques spéciales. Là, c'est l'équivalent, on va dire, ou le symétrique plus exactement, pour les lettres. Pour les lettres. Et ce qu'on appelle les lettres, mais la philosophie, ce n'est pas tout à fait les lettres. Ça, c'est un grand combat. Oui, les motivations pour le concept, ça je comprends très bien. Mais pour l'autre partie, politique… Voilà. Eh bien, je pense que c'est d'abord, justement, finalement, ce reste d'intérêt pour une histoire qui a dû se traduire dans ma manière de penser ce qu'est la philosophie et la philosophie politique, parce que la manière dont, je crois, depuis toujours, je pratique, je pense, j'aime faire de la philosophie politique, c'est se demander qui nous sommes aujourd'hui, ce nous que nous choisissons de former ensemble. La communauté, la nation, le peuple. Tous ces nous. L'humanité, c'est-à-dire du plus local au plus global. Mais c'est nous qui, évidemment, en effet, sont imbriqués les uns dans les autres, mais qui ont une histoire. C'est-à-dire que je pense, et depuis longtemps, qu'on ne peut pas se demander qui nous sommes si on ne se demande pas d'où nous venons, c'est-à-dire ce qui a fait historiquement ce nous que nous décidons tous les jours de vouloir ou non. Restons sur les institutions avec lesquelles vous avez travaillé. On a tout de suite dit qu'aujourd'hui, vous étiez professeur à l'université de Panthéon-Sorbonne. Avant cela, vous avez bougé. Vous avez d'abord, après votre doctorat, eu la possibilité de tout de suite préparer votre thèse tout en enseignant un peu. Ça, c'est très important. C'est un système que je trouve, pour ma part, vraiment très formateur. Ça, c'était à l'université de Nice. Je parle pour vous. Alors, oui, mais pour après, être précise, vous allez préciser mes points, oui. Avant l'université de Nice, quand j'étais encore élève à l'école normale supérieure, on avait la possibilité de mobilité. Et c'est là que je suis partie 2 ans à Boston, où j'ai commencé en fait d'abord à enseigner le français, mais aussi l'année suivante à enseigner la philosophie. C'est-à-dire que ma première expérience d'enseignante, je l'ai faite en anglais, et à Boston College, devant un parterre d'étudiants où, il faut peut-être le préciser, la philosophie s'enseigne de manière très différente. Oui. Aux États-Unis et en France, c'est beaucoup plus interactif, on interroge beaucoup plus les textes depuis notre propre ancrage, sans se positionner de manière impersonnelle ou un peu surplombante par rapport au texte en y cherchant une vérité universelle, mais en la retrouvant, cette vérité, depuis la position d'où on l'interroge. Et ça, je crois aussi, ça a été très formateur. Et c'est aussi aux États-Unis et depuis Boston que j'ai rencontré une des thématiques qui m'accompagne depuis, qui est, grâce à ce déplacement, je crois aussi beaucoup à l'importance de déplacer les regards lorsqu'on s'interroge sur le monde et nos pratiques. J'ai rencontré la question du racisme qui existait politiquement en France, bien évidemment. On parle du début des années 2000, le tout début de la décennie 2000. Donc, elle existait en France, on avait eu déjà des affaires, la fameuse affaire du voile, etc. Mais en allant aux États-Unis, j'ai compris que ça pouvait être aussi une question philosophique et pas simplement une question politique. Et c'est depuis les États-Unis que je me suis mise à regarder ce qu'on pouvait faire, nous, philosophes, en France, sur cette question du racisme, c'est-à-dire non pas en important des catégories toutes faites
aux États-Unis, où la question était très largement déjà travaillée. Il y a une littérature théorique, conceptuelle, normative très importante aux États-Unis depuis Du Bois, dont on va sans doute reparler. Oui. Mais en se demandant, en France, avec nos problèmes de racisme, comment peut-on justement renouveler notre réflexion pour ce dont nous avons besoin. Alors, vous avez complètement sauté le pas vers la recherche à proprement parler, mais je retiens un point très important, c'est que la mobilité spatiale est en même temps une manière de reconsidérer les concepts, de reconsidérer sa formation. Et moi, j'encourage toujours dans cette université les étudiants de beaucoup penser à une mobilité. Eux-mêmes, d'ailleurs, souhaitent, au Maroc, comme vous le savez, il y a le problème des visas, où c'est difficile d'avoir la même mobilité qu'on l'a quand on est européen ou américain. Absolument. Mais je comprends très bien ce que vous avez pu avoir de ce point de vue-là aux États-Unis. Votre recherche, avant que l'on parle des trois termes de race, racisme, racialisation, je voudrais que l'on fasse l'itinéraire que vous avez fait. C'est-à-dire que votre première thèse portait sur un centenaire américain, 1776, pardon, l'indépendance 1876. Ma première question, pourquoi le choix de ce centenaire-là, qui est finalement l'histoire, vous avez parlé de l'histoire, et quel a été votre intérêt sur cette périodisation? Comment vous la justifiez? Alors, en effet, ma thèse était en ce qu'on pourrait peut-être appeler, si on a besoin d'une étiquette, en histoire des idées, peut-être. D'histoire des idées politiques, bien évidemment. Et c'est un de ces fameux déplacements dont je parlais. Je me suis demandé ce que ça voulait dire pour les États-Unis d'être né république. Un peu en écho à notre propre républicanisme français, mais en cherchant un autre républicanisme, celui des pères ceux qu'on appelle la génération des pères fondateurs, des Founding Fathers aux États-Unis, c'est-à-dire Jefferson, Hamilton, Madison, tous ceux qui ont fait l'indépendance et la constitution des États-Unis. Vous savez que le Maroc a été le premier pays à reconnaître les États-Unis. Ah non, je ne savais pas, mais bravo. Et vous l'avez rappelé, ça commence en 1776 parce que c'est la date de la guerre d'indépendance et de la déclaration d'indépendance rédigée essentiellement par Thomas Jefferson. Et en fait, je me demandais quand s'était terminé ce moment de naissance républicain, c'est-à-dire le moment où, au fond, tous les possibles sont encore là, peuvent encore jouer, avant qu'on s'installe dans, disons, l'institution, c'est-à-dire vraiment ce moment de construction. Et pour moi, ça va jusqu'en 1876 parce que j'avais besoin de penser la guerre, qu'on appelle aux États-Unis la guerre civile, mais la guerre de sécession. Et la guerre de sécession, donc, qui se termine 1863-1865, disons, avec d'abord la première émancipation et puis la fin de la guerre. Et va jusqu'en 1876, il y a 10 ans après, en gros, qui sont la période qu'on appelle de la reconstruction. Et c'est à l'issue de cette période de reconstruction, donc 1876 évidemment un peu comme date symbolique, que se produit la ségrégation officielle, c'est-à-dire que ces États-Unis, nés en 1776 au nom de la liberté et du droit à la poursuite au bonheur pour toutes et tous, se terminent en 1876 constitutionnellement en écartant de la citoyenneté états-unienne toute une frange de la population en dépit du fait qu'ils viennent d'être émancipés, ce sont les Africains-Américains. Alors ça, c'était un terrible paradoxe parce que quand on pense à la fin de la guerre des sécessions, on pense que la fin de l'esclavage va faire une intégration de ceux qui étaient esclaves la veille. Et en réalité, comme vous venez de le dire, la guerre de sécession a donné lieu à une ségrégation et on sait très bien, et vous le savez bien mieux que moi, qu'un siècle après, dans les années 50, le mouvement des droits civiques pour chercher la véritable émancipation. Donc, 1876, pour reprendre vos mots, c'est une reconstruction sans émancipation. Exactement. C'est une reconstruction qui constitutionnalise l'exclusion, c'est-à-dire la ségrégation, mais l'exclusion de toute une partie de la population dans tous les domaines.
politique bien évidemment, mais sociale, économique, culturelle, etc. Et c'était un peu ce paradoxe-là de la République, toujours pareil. C'est-à-dire vraiment, ma question, je crois, c'est quel est ce nous? Nous, le peuple des États-Unis, hein, c'est les tout premiers mots de la Constitution de 1781. We the people. Et oui, we the people, exactement. Et ce we the people, en fait, c'est un people qui, d'emblée, à l'intérieur même de ce nous qu'il forme, décide que certaines, n'en feront pas partie et le décide à plusieurs reprises. C'est-à-dire le décide en 1776, le décide en 1781, et même la guerre civile qui est faite pour libérer les personnes mises en esclavage, en réalité échoue à nouveau. Et je pense que c'est aussi ça dont ils héritent et dont nous héritons aujourd'hui dans cette période, justement, où on ne peut plus faire comme si l'histoire ne pesait pas sur notre présent et notre présence ensemble. On comprend mieux par le cheminement que vous venez de retracer de ces États-Unis, qui est en même temps le cheminement de vos recherches, qui a donné lieu, au cheminement de vos recherches, vos premières recherches. On comprend mieux comment vous avez après consacré des travaux à la réparation, aux injustices coloniales, aux discriminations, et vous avez plusieurs livres à ce sujet. Alors, je vais vous donner 3 verbes qui sont les vôtres, parce que je vous ai lus, et vous allez me dire comment vous les articulez. Reconnaître, réparer et, vais-je dire… restituer, reconstruire, reconstituer. Reconstituer. J'en avais un autre, il viendra. Mais reconnaître, d'abord, reconnaître et réparer. Alors, parce que réparer et restituer, c'est un peu dans le même horizon, à moins que vous me disiez que réparer, ce n'est pas restituer. Est-ce qu'on a toute la nuit pour en discuter? Non, alors on commence par la reconnaissance. Voilà. C'est très important. Vous avez d'ailleurs un très beau projet avec l'Université de Columbia aujourd'hui, avec le grand philosophe Axel Honneth, autour de la reconnaissance. Oui, nous Et allons… vous savez, c'est une thématique très sensible au Maroc. Oui, le Hugra, Ta'arrouf, retrouver sa karama, retrouver sa dignité. Donc, les combats pour la reconnaissance sont très importants. Et notre carte d'identité au Maroc, ce n'est pas une carte d'identité, c'est bitaqat ta'rif, littéralement la carte de reconnaissance de moi-même. Ah, c'est intéressant. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que j'allais, pour répondre à cette question de la reconnaissance, en essayant d'être rapide, mais je vais revenir aux États-Unis. Oui. Parce que ce qui m'intéressait aussi dans cette trajectoire 1776-1876, c'était tout ce qui concernait les effets d'invisibilité et de survisibilité des Africains-Américains, des Noirs. Oui. Survisible et invisible en tant qu'esclaves et survisible et invisible en tant que personnes noires. Et avec ce que Fanon, dans un autre contexte, appelle la livrée noire, que les Africains-Américains portent sur eux et qui pourtant se colorisent de manière très différente, comme le dit Du Bois. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était la question de la visibilité. Que voit-on aux États-Unis dans cette période-là, lorsqu'on voit un blanc ou un noir, et on voit un citoyen ou un non-citoyen? C'est-à-dire qu'en réalité, les effets de visibilité dans l'espace public, mais aussi dans l'espace intime pour d'autres raisons, produisent instantanément des effets politiques et se traduisent en effets politiques. Et ce qui m'intéressait, c'était cette reconnaissance, c'est-à-dire à la fois ce que je vois et ce que je reconnais quand je vois, la grille que j'applique sur quelqu'un qui pourrait être jaune, beige, marron, doré, olive, etc., et qui est noir, c'est-à-dire qui est déclaré et reconnu institutionnellement et administrativement comme noir. Un peu comme la carte d'identité, où justement, c'est en fait l'administration qui reconnaît les personnes noires beaucoup plus que la vue ou la vision. Et ça m'intéressait parce que je me suis dit, en fait, voilà, on apprend sans arrêt à naviguer dans un contexte qui n'est jamais un contexte donné, mais qui est toujours un contexte construit politiquement par des catégories avec lesquelles on fonctionne depuis toujours. Toni Morrison, la grande écrivaine américaine qui avait eu le prix Nobel de littérature en 1993, parle des Européens qui ont migré vers les États-Unis. Elle dit, au départ, c'est des Français, au départ, c'est des Irlandais, au départ, c'est des Espagnols, au départ, c'est des Allemands ou Grecs. Ils arrivent, ils deviennent blancs. Ils deviennent blancs, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus perçus que comme blancs.
et donc il y a l'oubli de leurs particularités, mais la même chose, l'esclavage a produit exactement et symétriquement la même chose. Il y a des gens qui ont été transportés par la traite atlantique et qui venaient de régions différentes, d'ethnies différentes, de coutumes différentes, de formes de vie différentes. Ils arrivent là-bas, ils sont noirs. Absolument, absolument. Les catégories, vous avez entièrement raison, les catégories blanc et noir ne sont pas des catégories justement de couleur physique, mais sont des catégories construites par ce système, qui est un système politique, économique et administratif, qui est la traite et l'esclavage, avec quelque chose qui est intéressant, et qui inquiète ce système dichotomique, c'est justement ce qu'on appelle dans d'autres contextes les noirs libres, c'est-à-dire cette troisième catégorie qui fait qu'on ne peut pas toujours être sûr que quand on voit un blanc, il est libre et un noir, il est esclave, mais qu'il y a toujours un doute, une inquiétude sur précisément est-ce qu'on peut faire confiance à nos catégories, disons, impensées, non interrogées. Et ça aussi, c'est aussi ce qui conduira évidemment à la fin à l'émancipation notamment, et c'est ce qui conduit aussi à justement nous apprendre, nous, à avoir un regard critique sur ces catégories qu'on voudrait binaires, dichotomiques, simplistes, et qui sont toujours bien davantage que ceux avec quoi on fonctionne. Second verbe, réparer. Réparer, vous avez écrit sur réparer l'esclavage. Est-ce qu'un esclavage se répare? Mais alors, j'ai écrit très précisément faire justice de l'irréparable. De l'irréparable. Donc vous avez raison, il y a de l'irréparable. Et je pense qu'une des choses importantes, c'est d'abord d'en prendre conscience, et notamment l'idée que la traite, l'esclavage, alors celui des États-Unis parce qu'on en parlait, mais celui de la France empire colonial, je crois que c'est aussi le déplacement m'a fait revenir, m'a fait faire retour quand même à notre propre Vos paroles histoire. ont un immense écho ici. C'est un pays qui est sorti de la colonisation. Oui. Nous avons eu la colonisation 1912-1956 par effectivement l'Empire français. Et je pense qu'il ne faut pas... Voilà, si le détour, moi, m'a servi, c'est aussi pour me reposer des questions à notre propre sujet, sans les éviter comme quelque chose que je ne voudrais pas considérer, mais au contraire, en admettant que la France, qui aujourd'hui a peut-être encore un peu de mal, malgré tout, avec ça, la France a un passé colonial extrêmement brutal et violent, un passé esclavagiste et colonial, et il y a des distinctions entre les deux, mais par lesquelles, en effet, et pour en prendre conscience et pour essayer d'y faire face, la première chose à faire, c'est d'abord de le regarder, de le connaître, de l'attester, et ça, les travaux historiques, anthropologiques, sociologiques, d'archivage, archéologiques sont essentiels, et on a énormément de choses encore à travailler, d'archivage et d'ouverture d'archives. D'ouverture d'archives, Voilà. J'y pensais en même temps, mais parce qu'effectivement, restituer voilà, je suis déjà dans le troisième verbe, restituer, mais restituer aux parties colonisées, aux contrées, aux pays colonisés, leurs archives, qui puissent comprendre la violence qui leur a été faite, est un des enjeux politiques de la diplomatie actuelle. Absolument, et à juste titre. Oui. L'ouverture d'archives est un des éléments justement de la réparation. Et alors, si je dois le dire en un mot, réparer est polysémique. Et réparer, c'est une multitude de gestes qui se comprennent ensemble. C'est-à-dire, c'est à la fois une multitude et une ambition, je pense, en tout cas, ou un courage commun. Voilà. Donc, il faut se rappeler, il faut attester, il faut connaître, il faut reconnaître. Tout ça fait partie de la réparation. Mais il faut aussi cet enjeu comment dire. Alors, il y a la restitution, mais la restitution... C'est le troisième verbe. Alors, oui, pour moi, la restitution fait partie de la réparation. C'est un de ces gestes. Pourquoi j'ai tellement hésité à trouver le troisième? Parce qu'il était un peu... Je vais vous en proposer un. Ah d'accord, inclus dans le deuxième. Parce que voilà, restitution, je pense que c'est inclus dans le deuxième. Restituer tant les restes humains qui sont encore dans certains musées en France. Je pense au crâne, je pense au reste de Sarah Baartman. Oui. Voilà. Restituer des artefacts culturels, les bronzes du Bénin. La Vénus hottentote. Il va falloir que nos téléspectatrices et téléspectateurs aillent chercher la Vénus hottentote. On ne va pas pouvoir faire un travail là-dessus aujourd'hui, mais effectivement, les restes humains depuis 2 siècles, oui. Et restituer, c'est aussi symbolique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a la restitution d'objets, de restes humains, mais il y a aussi la restitution
d'un statut. Et ça me semble essentiel. La restitution, c'est aussi la restitution de statuts et de statuts d'égaux, ou en tout cas de pairs, P-A-I-R-S, qu'on reconnaît. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire l'un sans l'autre. C'est un cercle, exactement. Et c'est un cercle vertueux s'il se produit, et c'est un cercle vicieux si on bloque d'emblée ce processus, mais c'est un processus de réparation. Et celui que je voulais vous proposer, de troisième terme, dès lors que restituer est d'en réparer, appartient à réparer, alors en tout cas, c'est ce que certains, notamment dans les Antilles françaises, ont beaucoup travaillé sous forme des 3 R, reconnaissance, réparation, réconciliation. Ah oui, bien évidemment. Voilà. Justice restaurative, on dit parfois aussi. Alors oui, on peut parfois le dire aussi. Mais réconciliation, la réconciliation, c'est aussi dans ce cercle-là, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il y a de l'irréparable, il y a des victimes qui ne sont que des victimes, c'est ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts pendant la traite, dans le Middle Passage, ceux qui sont morts sur les plantations parce que le travail était d'une violence et d'une cruauté épouvantable sous la torture, ceux qui sont morts justement de ces conditions coloniales. Mais il y a les vivants. Ceux qui sont morts symboliquement parce qu'on ne leur a pas permis, vu leur statut d'esclavage, de se marier, de fonder une descendance. Alors, on leur a, en tout cas, en France, avec le Code noir, on leur a permis de se marier comme des mineurs, en réalité, c'est-à-dire avec l'autorisation du maître qui remplace le parent. Oui, parce que pour se marier, c'est un engagement. Exactement. Il faut que je consente, mais si je n'ai plus de liberté, mais il y a le consentement. Alors, dans le Code noir, qui est un texte épouvantable et en même temps fascinant, il y a le consentement des esclaves et l'autorisation du maître. Il faut les deux. C'est vraiment un statut de minorité. Et je pense souvent à l'idée que les Lumières sont la sortie de la minorité, et les Lumières se sont beaucoup concentrées sur la sortie de la minorité européenne et très peu finalement sur la sortie de la minorité des autres populations que l'Europe était par ailleurs en train justement de maintenir sous... Parce que dans les théories contemporaines de la justice, qui est votre spécialité, il y a bien évidemment beaucoup de travaux de votre part sur le droit des minorités, ce qui me fait passer à quelque chose qu'on a juste évoqué au début, qui est très important. 3 autres termes, mais cette fois-ci, je ne vais pas hésiter. Race, racisme, racialisation. Oui. Alors, vous avez dit qu'effectivement, quand vous avez été aux États-Unis, vous vous êtes rendu compte que le mot race n'avait pas les mêmes résonances conceptuelles et même, j'allais dire, politiques qu'en France. En France, il y a une très grande méfiance à l'égard de l'usage du mot de race. Pourquoi, d'après vous? Alors, oui, il y a une très grande réticence à utiliser le mot race. La race n'existe pas. Et dans le droit, la race n'existe pas légalement, elle n'existe pas administrativement, et on est censé fermer nos yeux pour qu'elle n'existe pas non plus socialement. C'est-à-dire, les gens vous disent « je ne vois pas les races », alors qu'en réalité, bon, ce que j'appelle, oui, la manière dont je définis la race, c'est-à-dire, encore une fois, ça n'est pas une question de couleur. Non. Et c'est en ça que les races des anciens empires coloniaux diffèrent des races aux États-Unis. Et je pense qu'il ne faut pas confondre. La race aux États-Unis, évidemment, est contextuelle. Tout ce système est contextuel. Dans tous les cas, nous sommes dans des lieux dans lesquels les races ont été construites pour servir des systèmes politiques particuliers. Le système politique de l'esclavage aux États-Unis n'est pas le même que le système politique colonial français. Dans les 2 cas, la race, ça a été un outil puissant, justement en effet de minorisation de certaines populations, d'exclusion et de hiérarchisation. Excusez-moi de vous interrompre, dans un pays, on continue à thématiser la notion race aux États-Unis. Dans un autre pays comme la France, le mot est complet. Il n'y a pas qu'une question de mots, c'est-à-dire que faire des travaux qui impliquent l'usage de ce concept, il y a un immense embarras. Oui. Alors aux États-Unis, le mot n'a jamais été un problème, c'est-à-dire que dès les tout premiers recensements en 1790, il y a une question raciale dans le recensement. On demande si les personnes sont noires, blanches. Alors après, les catégories bougent au cours de l'histoire. À un moment donné, la catégorie mexicain apparaît comme une question raciale, puis disparaît lorsque les relations se dénouent. En France, la catégorie raciale est apparue à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que c'est notamment cette apparition de la race posée à propos des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a produit cet effet tabou à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le moment où l'ONU, l'UNESCO se mettent en place avec des projets
des programmes de lutte contre le racisme pour ne pas reproduire évidemment C'est le deuxième les terme, horreurs. racisme. Voilà. Mais en fait, on ils parle sont plus liés. facilement de racisme que de race en France. Alors je dirais qu'on parle très facilement de racisme en France, un peu à tout bout de champ, sans que ce soit justement finement théorisé, alors qu'en effet on ne parle pas de race. Et c'est un peu le paradoxe français. Il y a du racisme, mais il n'y a pas de race. Et donc sur le plan administratif, la race a été évacuée avec, et heureusement, les questions raciales de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce faisant, le tabou a été total, c'est-à-dire qu'il n'était plus question de se demander quels étaient ces effets de hiérarchie. Oui, voilà, c'est ça. Et de bénéficier d'une analyse comparée avec les États-Unis. Avec les États-Unis ou d'autres pays européens ou ailleurs qu'en Europe et aux États-Unis, où pour le coup, les questions raciales sont prises à bras-le-corps et sont traitées comme telles, c'est-à-dire comme des problèmes de division. Ce que Bourdieu reconnaissance, appelle, de discrimination, de minorisation. Voilà, ce que Bourdieu appelle des effets de vision et division du monde social, en fait. Là, et c'est ces effets de vision et division du monde social qu'on a besoin, pour lesquels on a besoin d'un concept. Et moi, ce que je défends, c'est donc utilisons le concept en connaissant sa dangerosité, en connaissant ses effets délétères, obsolètes dans l'histoire, mais en le mobilisant parce qu'en effet, on en a besoin pour lutter contre le racisme. Il est difficile de penser avec précision, de manière conceptuelle, le racisme si on n'a pas à notre disposition un concept de race. Mais il faut se méfier du concept de race qui peut, à tout bout de champ, glisser vers ce qu'il a été. Donc, effectivement, je vois bien la ligne de crête sur laquelle vous êtes dans vos recherches et vous avez prononcé un mot important qui fait le troisième moment de notre rencontre. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. C'est lutter contre le racisme. Et la lutte contre le racisme, bon, vous dites, il faut absolument avoir les outils conceptuels, la grille d'intelligibilité de ces questions de racisme en France. Il y a un climat tout de même délétère. Je peux témoigner moi-même, ce n'est pas le but de l'émission, mais j'ai quitté la France un peu pour un air devenu irrespirable, compte tenu de ce que moi j'appelle, mais j'aimerais votre avis, une banalisation du racisme. Oui. Vous avez raison. Il y a, je pense, alors il y a une banalisation du racisme. Il y a même, alors, je dirais deux choses. La première chose, la France n'est pas la seule, et je trouve qu'il y a une banalisation des idées d'extrême droite et du racisme en particulier, parce que le racisme, il faut quand même le répéter, fait partie du cœur des idées d'extrême droite. Et à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est un peu un parti d'extrême droite extrêmement présent, le Rassemblement national, qui prétend que le racisme ne fait plus partie de son idéologie centrale. Or, ça fait partie de son idéologie centrale, ça l'a toujours été et ça l'est encore. Il y a du déni. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas seulement, exactement, il y a du déni, il y a même un retournement. Tout se passe comme si, parfois, le Rassemblement national était devenu désormais le rempart contre le racisme. Comme si c'était désormais eux qui avaient à charge de protéger quelque chose qui serait une identité menacée. C'est de la magie, c'est de la magie performative. Mais la France, hélas, n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'on voit quand même ce climat, ce que à juste titre vous appelez climat, un peu partout en Europe, aux États-Unis, hélas, avec... Enfin, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais avec la réélection de Trump. Et on voit quand même, en effet, s'ancrer et se rigidifier des idéologies qui sont des idéologies de eux contre nous, quels que soient ces eux et quels que soient ces nous. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais au début. Il me semble que c'est fondamental de se demander quel est le nous le plus inclusif possible. La communauté. Voilà, mais une communauté qui n'est pas fermée. J'utilise l'expression de Max Weber, mais voilà. Oui. Alors, et je résiste un peu parce que la communauté, parce que la communauté est un processus d'exclusion. Quand on pense communauté, on pense nous contre eux, nous contre les autres. Et pas dans l'esprit de Max Weber. Oui, mais ce n'est pas la société, justement, la communauté. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la relation. Ce n'est pas le résultat, ce n'est pas l'objet figé. C'est la relation qu'on veut sans cesse établir avec d'autres qu'on reconnaît. Là encore, la reconnaissance est indispensable, comme des autres, mais avec lesquels on a envie de faire un projet commun. C'est-à-dire que, et c'est là aussi que je voulais de revenir sur deux choses. La réparation n'est pas tournée vers le passé, elle est tournée vers l'avenir. Ce qu'on répare, c'est le présent pour l'avenir, en tenant compte de notre passé violent et hiérarchisé et cruel.
Mais la réparation s'ancre dans le passé pour viser l'avenir et le commun. Et je pense que c'est vraiment pour moi le sens des demandes de réparation, mais aussi des processus de réparation. Comment arriver à refaire, à reconstituer quelque chose qui serait du commun, alors même que, oui, il y a eu du conflit extrêmement violent. Et la deuxième chose, tout à l'heure, dernier mot. oui, race, racisme, racialisation. En fait, Oui. on n'a pas Oui. été jusqu'à la racialisation, or, Oui. tout est là. Si on veut lutter contre le racisme et si on se méfie du concept de race, et parfois à très juste titre, la racialisation, je pense, est un peu une clé, c'est-à-dire comprendre qu'il n'y a pas de race donnée, mais il y a des processus de construction qu'on appelle racialisation, et c'est contre ces processus de construction, toujours à l'œuvre, parfois de manière souterraine, qu'il faut lutter pour lutter contre le racisme. Merci beaucoup de votre passage dans notre émission. On retient la nécessité d'un projet commun, même si on met de côté ou qu'on peut critiquer la notion de communauté. Merci beaucoup pour partager avec nous vos idées contre les injustices sociales et coloniales. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. Merci bien.